Du coup, merci Tatiana de m'accorder cette interview. Ça me fait plaisir. C'est cool. Alors, je vais un peu parler de toi, mais assez succinctement, puis après je vais te laisser parler toi-même de toi un petit peu. Tu es une youtubeuse, une instagrammeuse, reconnue dans le milieu ludique, avec plus de, j'ai regardé tout à l'heure, plus de 5500 abonnés sur YouTube. Oui. Et plus de 6000 followers sur Instagram. Yeah, ça y est, c'est passé. Mais tu es dans le milieu depuis bien plus longtemps. Raconte-nous un peu ton parcours, un petit peu, ce que tu as fait avant tout ça. Je le fais chronologiquement ou à partir du moment où j'ai débarqué dans le monde du jeu? Chronologiquement, depuis le début, allez, dans l'ordre, on prend le temps. D'accord. Donc j'ai commencé à bosser au magasin L'Entrejeu, qui est un magasin de jeux de société à Bruxelles, à partir de 2011. Et donc ça a été vraiment mon premier vrai boulot dans le monde du jeu. À l'époque, je connaissais Seven Wonders et Les Cités Perdues. Je pense que c'était tout, environ. C'était mon début. C'était mon début. Au bout de 3 mois, je connaissais une cinquantaine de jeux. Et en fait, suite à ça, j'ai pas arrêté de passer de boutique en boutique et d'aller vraiment vers du plus en plus compliqué et d'élargir ma ludothèque mentale. Donc j'ai fait pas mal de boutiques de jeux à Bruxelles. C'est pas que je me suis fait virer à chaque fois, c'est que j'ai un peu genre la poisse, tu vois. Il y a une boutique qui a fermé, il y en a une autre qui pouvait pas me payer parce que mes plans d'embauche tombaient à l'eau. Il y en a une autre où j'ai arrêté de bosser parce que c'était juste un stage. Enfin donc. En gros, il fallait pas t'embaucher à Bruxelles. Il fallait pas, c'était de la malédiction. J'ai fait un passage aussi chez Repos Productions dans l'édition. Ma place à moi, c'était responsable événementiel. Donc j'organisais Essen, Cannes, etc. pour Repos. C'est là où on s'est connus d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Donc c'était une expérience super enrichissante, mais qui s'est terminée pour des raisons et d'autres. Et suite à ça, je suis passée comme game master dans une escape room. Donc j'ai fait ça dans ma vie. Et puis je suis retournée en boutique de jeux parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce qui me laisse le plus de liberté possible. Donc voilà, j'ai fait aussi de l'organisation d'événements. Donc hors de Repos Productions, j'ai organisé Avatar, qui est le plus grand jeu de rôle grandeur nature de Belgique. Donc 1500 participants à son plus haut pic. Et je fais ça pendant 3 ans. Voilà. 3 ans. Ouais. Donc oui, mi-jeu de rôle, mi-jeu de société, multiclasse. D'accord. Tu présentes des jeux également sur une chaîne de télévision belge, qui est la RTBF. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé à la télé et du coup, ce que tu y fais, peut-être pour les gens qui te connaissent que en tant qu'Instagrammeuse ou YouTubeuse. Donc en fait, c'est suite à une proposition de Thierry Sajou. Donc en fait, on a une chaîne télévisée qui s'appelle la RTBF. C'est un peu la chaîne nationale, c'est vraiment celle qui est la plus connue si tu veux. Et ils ont une matinale où il y a des chroniqueurs de toutes sortes, un chroniqueur cuisine, une chroniqueuse mode, une chroniqueuse voyage, qui viennent présenter un petit peu les sujets qui les intéressent. Ils avaient donc Thierry de Sajou qui a présenté pendant 2 ans des jeux de société, environ une fois par mois. Et quand il est parti, parce que au bout d'un moment, les matinales, c'est fatigant. Il a dit, c'est dommage, vous n'avez plus personne pour faire ça. Moi, je vous propose de rencontrer Tatiana. Elle a une chaîne YouTube, elle fait très bien ça. Voilà, je vous laisse son contact. Et donc, il avait lancé ça un peu dans le vide au mois de janvier. Au mois de juin, ils m'ont recontacté. On a fait une espèce d'entretien d'embauche. Donc, c'était une émission fictive qui s'est, de mon point de vue, pas très bien passée parce que j'étais stressée à mort. Et la télé, c'est autre chose que de parler avec ta caméra en fait, en sachant que tu peux retoucher ton son, que tu peux faire des cuts, là rien, parce qu'en plus c'est du live. Et puis finalement, ils ont trouvé ça assez bien. Et mercredi dernier, j'ai fait ma 11e, donc environ 1 à 2 fois par mois, je passe chez eux, je leur montre 2 jeux de société. C'est sur une matinale entre 6h du matin et 8h du matin. Et c'est un public, c'est une belle audience, c'est quand même 40 000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et c'est principalement du jeu de société accessible que je présente. Ouais, j'ai quand même... Allez, je triche, je fais toujours un jeu, genre un jeu d'ambiance qu'on peut jouer sur plateau, ça c'est leur seule contrainte. Et le deuxième, j'ai un peu carte blanche. Donc j'ai quand même présenté un pharaon, un wingspan. Oui. Donc j'essaye de faire des trucs qui me plaisent aussi, qui peuvent peut-être réveiller un intérêt chez les gens, autre que juste hey, salut, on a joué à Just One, TTMC et ce genre de trucs. Et du coup, comment tu choisis tes jeux par rapport à ce que tu dois présenter C'est un accord avec des éditeurs, c'est vraiment ce qui te plaît sur le moment Oui, c'est ça, c'est un moment, par rapport aux jeux d'ambiance, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a une contrainte qui fait qu'on doit pouvoir jouer sur plateau en étant éloignés les uns des autres à 3 mètres. Donc il n'y a pas de table entre nous. Donc c'est souvent des jeux où il faut faire deviner des mots. Parfois j'adapte moi-même les règles pour faire en sorte que ce soit visuellement télégénique en fait, tout simplement. Mais par contre pour le deuxième jeu, je me laisse vraiment carte blanche dans le sens où si à un moment j'ai envie de présenter quelque chose qui m'inspire, que ce soit à la mode ou pas, que ça ait déjà été présenté ou pas, je le fais et puis c'est tout.
Donc, et au niveau des éditeurs, ce que je fais, c'est que je leur envoie un mail en disant écoutez les gars, je travaille en boutique, donc j'ai accès à tous les jeux. J'en ai pris 3 chez moi, 2 à faire gagner, parce que ça, ils demandent toujours d'avoir 2 exemplaires à faire gagner à la télé. Un pour ouvrir sur le plateau. Je les ai pris dans mon étagère, comme ça je suis sûre de les avoir. Et puis après, vous les renvoyez et c'est bon. D'accord. Et tu n'as pas des demandes spécifiques d'éditeurs, vu l'audience que ça peut apporter, je pense que tu es sollicité par rapport à ça en fait. Ils essayent. Il y en a certains qui ont essayé de placer hey, écoute, en fait, je sais que tu as une émission, est-ce que tu pourrais… Et en fait, moi, ce que je fais spontanément maintenant, c'est que quand je repère un jeu qui a un potentiel télégénique, je leur dis écoutez, la majorité maintenant le sait, j'ai telle ou telle chronique, je voudrais présenter ce truc-là, donc quand ça sortira, ou à ma prochaine chronique, je voudrais le présenter. Et comme ça, ils m'envoient le truc, ils m'envoient les visuels et tout le monde est bien. Parce que c'est pas juste la présentation, il faut aussi que je fournisse à la télévision des visuels, éventuellement un petit son d'ambiance ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un vrai boulot de préparation derrière. Tu différencies grandement tes contenus suivant le réseau social en fait. Sur YouTube, tu présentes de manière plutôt simple des jeux où tu donnes ton avis, tandis que sur Instagram, tu te mets plus en scène avec ces fabuleux maquillages dont tout le monde parle. Pourquoi ces partis pris et pourquoi ces différences en fait? Le truc qu'il faut savoir, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours adoré dessiner. Donc, j'ai fait une école d'art quand j'étais en école secondaire. J'ai une créativité et un besoin de m'exprimer de manière artistique qui est assez fort et qui fait que dans tous mes boulots, j'ai toujours été limitée parce que ça revenait à faire de la présentation ou de l'administratif, un truc qui me frustre énormément. Instagram, c'est devenu une plateforme d'expression parce que à la base, je suis pas modèle photo, je suis pas maquilleuse, je suis pas cosplayeuse, mais à travers le jeu de société, j'ai trouvé un moyen d'exprimer un intérêt pour chacun de ces milieux, d'une certaine manière, en me mettant en scène. Alors, les gens me le reprochent parce que t'as un physique, t'as une fille, tu te mets en scène, c'est une catastrophe. Honnêtement, au bout d'un moment, j'ai plus rien à faire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen de faire quelque chose qui est unique, parce que je connais pas beaucoup de gens qui font la même chose que moi. En vrai, dans le jeu de société, je ne connais pas. Personne. Voilà. Donc, je me dis, j'arrive à faire quelque chose qui mixe plein de moyens de m'exprimer artistiquement, tout en étant aussi intéressant visuellement pour les éditeurs, parce que c'est des images où on me demande si on peut repartager ma photo, il n'y a pas de souci. On me dit, j'adore ce que tu as fait, est-ce qu'on peut le mettre en cover sur notre Facebook, est-ce qu'on peut le mettre dans notre story? Je trouve ça génial, parce que ça fait plaisir aux éditeurs dans le sens où ils reconnaissent un travail qui est innovant et en tout cas qui est très différent de ce qu'ils peuvent montrer d'habitude. Et pour moi, ça, c'est complètement complémentaire parce que c'est ma fibre artistique qui s'exprime. Alors que, par exemple, dans YouTube, c'est ma fibre plus communicative et plus, comment dire, mon besoin d'échanger de l'information avec des gens. Et donc, c'est vraiment des choses qui se mêlent pas du tout parce que je pourrais jamais faire une présentation YouTube en étant maquillée et je pourrais jamais faire enfin, il y a des exceptions, mais globalement, ça se mixe pas. Mais j'ai besoin des deux pour vraiment m'exprimer artistiquement de manière complète. Quelles sont tes attentes vis-à-vis des réseaux sociaux? Il y a des youtubeurs américains, je t'ai déjà entendu le dire, qui en vivent. Oui. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que tu aimerais, mais tout ça dans quelle attente? Et est-ce que tu en as déjà parlé avec des éditeurs? Est-ce que c'est en pourparler? C'est des choses… Voilà, alors on ne pourra peut-être pas tout dire, mais… Donc en fait, pour l'instant, c'est surtout un moyen d'expression et c'est une vitrine en fait. C'est-à-dire que suite à ça, il y a des gens qui m'ont contacté pour du développement de projets, pour des choses comme ça, pas spécifiquement du milieu du jeu, mais un petit peu externe, si tu veux. Donc, par exemple, je vais travailler sur une série télévisée où je suis engagée en tant que consultante. Donc, je vais vraiment faire la création. C'est une série télévisée d'enquête. Et donc, là-dessus, je vais écrire pour la série un livre-jeu. Et donc, voilà, c'est avec les différentes activités que je fais. Ils ont trouvé mon profil d'une manière ou d'une autre, ils m'ont demandé d'intervenir et donc je fais ça. À côté de ça, un éditeur de livres me contacte parce qu'il lance un jeu pour enfants et ils ont besoin de quelqu'un qui fasse un travail de développement. Donc c'est un petit peu ce côté vitrine multifacette qui fait que les gens font « Ok, elle a une sensibilité artistique, elle a une expérience du monde du jeu, elle vend des jeux, elle sait en parler, donc quelque part, on me fait confiance pour certaines de ces choses. » Donc ça, c'est vraiment… le côté Kiss Cool, si tu veux. À la base, c'est un moyen d'expression artistique parce que c'est fun et que ça m'amuse et que c'est chouette. Et puis, au fur et à mesure, je commence à envisager des partenariats.
Le truc, c'est que pour envisager un partenariat avec un éditeur de jeux, là, c'est tout de suite un autre niveau parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation où, comme beaucoup de personnes, et surtout beaucoup les filles dans le monde du jeu, j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est de la merde, que je fais ça dans ma cave avec mes petites pinces de maquillage et que ça n'a aucune valeur, que les gens sont fous et qu'on est dans une totale supercherie. C'est assez violent. Et du coup, j'ai du mal à imaginer de monétiser ce genre de contenu. On a parlé à la conférence de YouTube tout à l'heure que, en fait, beaucoup de personnes qui se mettaient en scène, qui étaient youtubeurs ou même qui faisaient des blogs, faisaient ça pour de la reconnaissance et que du coup c'était un besoin. Est-ce que tu penses que c'est un trait de caractère que tu as, un besoin de reconnaissance par rapport à tout ça? Si on est dans une séance de psychothérapie, je pourrais parler de mon père qui ne m'aimait pas assez, expliquer pourquoi. Oui, oui. Non, plus sérieusement, je pense qu'effectivement, il y a... en général, les milieux geeks sont des milieux qui sont, sont des réunions de gens qui ont souvent... et je dis pas ça par moquerie parce que j'en ai fait partie, des gens qui ont eu du mal à s'intégrer ou avoir des amis ou qui ont souvent été rejetés parce qu'ils avaient des passions assez hors normes. J'en ai fait partie, on en a tous fait partie. On faisait du jeu de rôle sur table et on était 4 dans toute l'école et on se faisait taper par les racailles de l'école. Voilà, c'était ça notre profil et je pense qu'on est énormément à être dans ce cas-là. Et effectivement, le fait de pouvoir être accepté dans un milieu et pouvoir parler de sa passion aussi ouvertement, je ne sais pas si c'est un besoin de reconnaissance ou juste quelque chose qui nous apporte de la joie de se dire en fait, je peux expliquer que ma passion, c'est raconter les règles de Pharaon. Les gens vont m'écouter et ils vont pas me taper pour ça. Tu vois, c'est un peu une transposition de quelque chose qu'on a vécu comme étant toujours quelque chose d'un peu honteux parce qu'être geek, c'était pas cool dans le temps. C'était de la merde. Le moment où moi, à 6 ans, je collectionnais les fiches sur les animaux et je connaissais les tailles de tous les oiseaux avec leur longévité, le nombre d'œufs qu'ils pondaient, j'avais l'air d'une tarée. Et donc, là, aujourd'hui, c'est cool parce que je connais super bien les oiseaux de Wingspan, tu vois. Et en fait, je crois que ça vient de ça aussi, le fait qu'aujourd'hui, on peut parler de nos passions très ouvertement et que c'est devenu un facteur qui nous rend presque cool, là où on n'a jamais pu l'être avant. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses, de me dire, il n'y a personne qui va se moquer de moi parce que je fais des vidéos YouTube, les gens vont me dire, t'es motivé, tu fais du bon travail, c'est cool, tu t'investis, tu vis de ta passion, pas financièrement, mais en tout cas, ça se voit que c'est quelque chose qui t'anime. Donc, je sais pas. Ouais, peut-être que finalement, c'est juste du besoin de reconnaissance, hein, j'en sais rien. Mais du coup, quand tu as des commentaires négatifs, parce que ça doit arriver comme partout, il y a des trolls, pareil, on discutait lors de cette conférence du fameux une personne qui met un dislike à tout le monde. Alors, est-ce que tu l'as aussi? Parce qu'on l'a tous. C'est peut-être la même personne, je pense. Je l'appelle mon disliker fou. Ah, mais voilà. Donc en fait, c'est une personne, systématiquement, quand je poste une vidéo, dans l'heure ou les 2 heures, en fait, j'ai quelqu'un qui met un dislike. Et je me dis, cette personne doit être abonnée, parce que c'est à chaque fois, peu importe le sujet, peu importe la vidéo, j'ai systématiquement le dislike. Donc si vous vous lancez sur YouTube, vous inquiétez pas, c'est tout le monde. Le dislike En fait, le disliker fou, c'est la preuve que tu commences à avoir une certaine, pas un succès, mais visibilité en tout cas. Il existe, il est là, il est triste, donc du coup, il faut vraiment avoir de la peine pour lui. Non, en vrai, j'ai de la chance, je ne suis pas aussi exposée parce que je prends assez peu de positions politiques, parce que le jeu de société s'y prête finalement pas énormément. Après, je cache pas le fait que je suis ouvertement féministe, le fait que parfois je peux avoir un humour grinçant qui fait mal. Et encore ce matin, ça m'arrive pas tout le temps, mais j'ai reçu un commentaire de menace en fait. De quelqu'un, ça va jusque-là. Ouais, de quelqu'un qui m'a dit « T'inquiète, je vais retrouver des casseroles sur toi, je vais t'afficher, tu vas voir ce que ça fait. » Je sais pas qui est cette personne, ce qu'elle me veut, mais ça existe. Ça me fait penser à une grosse discussion et une grosse engueulade que tu as eue avec quelqu'un qui tient une boutique, enfin bref, il y a quelques années. Je me suis posé la question. Ouais. Mais ça me fait repenser à ça. Oui. Et puis moi, pour connaître aussi cette personne, du coup, c'est vrai que il y a des choses qui sont incompréhensibles. En fait, ce qu'il y a, c'est que le milieu du jeu est très particulier parce que tu as l'impression que tout le monde est ami avec toi. Et donc, quand tu as des frictions, ou quand tu as des gens dont tu connais pas l'identité, mais où tu les vois disliker, mettre des mauvais commentaires, etc., c'est au-delà de la critique. C'est pas genre, écoute, ton éclairage fait que, ou est-ce que tu pourrais te placer à tel endroit parce qu'au niveau... Non, c'est pas de la critique. Ici, on est vraiment dans le démontage pur et simple. C'est hyper déstabilisant parce que on vient pas des médias, on est des passionnés qui créons du contenu. C'est-à-dire que ma formation n'est pas journaliste, ni speakerine, ni, je sais pas moi, actrice ou quoi que ce soit. Je fais rien de tout ça. Je suis juste une meuf qui aime les jeux de société,
qui en parle dans ma boutique et qui a eu envie de créer une chaîne YouTube pour en parler plus amplement. Je suis clairement pas du tout armée pour dealer avec les commentaires agressifs. Et j'en ai parlé avec d'autres gens, Martin notamment, qui, de temps en temps, on échange nos dislikers fous et nos commentaires de tarés. Et donc on se montre ça et on fait « Ah ouais, toi tu l'as aussi ?»« Ah oui, si, je le connais, moi aussi, il met des trucs. » Enfin, on n'a pas les épaules pour ça et c'est extrêmement difficile parce que les gens, en fait, ceux qui sont pas dans notre situation se disent « Oui, enfin, après, tu as tellement de commentaires positifs. » Faut le vivre, hein, de recevoir un mail de menaces ou des insultes ou des gens qui te font te sentir mal à l'aise ou des gens creepy. Faut vraiment le vivre pour te dire... Même une simple critique au final, parce que c'est quand même du temps que tu as passé sur quelque chose, que tu as fait par passion, tu n'as pas fait ça de manière professionnelle, tu n'as pas été payé pour. Mais voilà, et ça, je pense que les gens ont du mal à le comprendre aussi, et c'est bien de l'expliquer parce que on n'est que des passionnés. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller sur une autre chaîne ou ne pas regarder. C'est le propre de YouTube, en fait. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Il y a plein de choses que j'aime pas, musicalement, par exemple. On va dire, dans la création musicale des 5 dernières années, en musique francophone, il y a des tas de choses que je déteste parce que ça ne me correspond pas du tout. Je trouve que c'est ridicule, que c'est pauvre ou quoi que ce soit. Jamais de ma vie, il me viendrait à l'idée d'aller regarder par exemple le clip vidéo de Maître Gims. Je prends toujours cet exemple parce que c'est un artiste que j'apprécie pas plus que ça et je trouve que ses créations sont nulles. Mais même Maître Gims qui a... Ça c'est fait. Mais non, il a 160 millions de vues sur sa dernière vidéo. Je ne viendrai pas mettre un commentaire en disant c'est de la merde. Et qu'il ait 2000 vues ou 160 millions, ça ne change rien parce que tout simplement, j'ai mieux à foutre. Et puis qu'en plus, je me dis, mais putain, si le gars il vit sa meilleure vie et qu'il s'éclate à faire ses chansons, elles sont pas top, le gars il fait pas de la création de ouf, mais si ça lui fait plaisir, pourquoi est-ce que moi je viendrais pour juste dire c'est de la merde? Oui, et puis qui tu es pour juger au final? Oui, c'est ça, c'est mes goûts personnels. J'aime pas, j'écoute pas, c'est tout. Enfin... Tu allais même plus loin dans moi, tu vas me dire si ma logique est bonne. C'est dans ces personnes, parce qu'il y en a que très peu et c'est presque toujours les mêmes. C'est anecdotique. Est-ce que c'est pas une manière pour eux d'exister aussi, d'être comme ça, du coup? Je sais pas, tu sais, je n'irais pas psychanalyser ces gens en me disant, bah, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière leur besoin de te foutre la gueule en terre? J'en sais rien. Il y a des gens qui me disent, c'est que de la jalousie, ou ces gens sont mal dans leur peau. Je sais pas, peut-être qu'en fait, ils sont super bien dans la peau et qu'ils sont hyper cruels à côté. Qu'est-ce que j'en sais? C'est vrai que c'est pas faux. En fait, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, parce qu'il y a un an, j'ai eu une grosse crise existentielle parce que je me suis un peu fait remettre à ma place parce que j'utilise mon physique et je l'ai mal pris. J'utilise mon physique pour faire de la promotion de jeux de société dans le sens où je me maquille, je mets des costumes, je fais parfois des body painting sous mes bras, hein, rien de fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, littéralement, on m'a comparé aux meufs qui font de la promotion de voitures sur le salon de l'auto. Sauf qu'elles sont payées, moi pas. Et je me suis dit, oh waouh, c'est ultra violent. Pourquoi on me compare à des meufs qui sont en général considérées comme des potiches? Ça m'a vraiment fait mal. Et aujourd'hui, j'ai une chronique à l'RTBF. Je travaille sur une série pour une chaîne de télévision. Je développe un jeu de société. J'ai des partenariats dans tous les sens. Et j'ai un boulot stable. Ma vie va bien. Donc, je me suis pris la tête pendant des jours et des jours, des semaines même, pour un commentaire de merde. Enfin, quelques, s'ils étaient nombreux. Alors en vérité, ces gens-là, un an plus tard, j'espère pour eux qu'ils ont vraiment autant avancé dans leur vie que moi. Tu vois, c'est juste ça. Et c'est pas de la moquerie. C'est juste me dire à quel point tu peux te mettre vraiment en boule dans ton canapé à pleurer, à dire que ta vie c'est de la merde et ce que tu fais n'a aucun sens, pour des gens qui au final, tu les connais pas. Quand tu les vois en face, ils sont même pas capables de te regarder dans les yeux. Tu te rends compte que, parce que je sais qui c'est évidemment, quand tu te rends compte que au final, c'est pas Sauron, tu vois, la personne elle va pas te faire du mal, elle a juste tapé que t'as une thèse du salon de l'auto. Ok, c'est super. Yes. J'ai ton compagnon qui est derrière nous là. Yes. Et du coup, c'est presque à lui que je devrais poser la question. La vie de couple, quand on a des passions aussi dévorantes et puis des activités aussi importantes, en plus du reste, parce que tu travailles, comme je dis, en boutique le reste du temps, donc tout ça s'accumule. Je dis ça parce que je le vis aussi. Hein. Comment ça se passe J'ai la chance de partager ma passion du jeu de société avec quelqu'un qui la partage aussi. C'est-à-dire que on était tous les deux gamers et puis on s'est rencontrés. C'est pas que je l'ai amené ou qui m'a amené au jeu. Chacun on avait notre expérience ludique. Et au final, on arrive à un stade de notre vie où on peut énormément jouer ensemble. En plus de ça, il m'aide pour tout ce qui est aspect gestion financier parce que
mes prestations à la RTBF, c'est des chroniques, c'est des prestations de journalisme. Bah oui. Chroniqueur, en tout cas, c'est payé. Heureusement. Lui, il gère, voilà, heureusement, pas très bien, mais quand même, il gère tout cet aspect-là. Parce que moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je suis, tu vois, si on devait faire les archétypes, moi, je suis l'artiste. Et lui, il est l'aspect plus Cartésien. logique, financier, etc. Formation d'ingénieur. Et en fait, c'est très chouette d'être épaulé dans cette démarche parce que sinon, je sais pas où je serais. Moi, je partirais en vrille, je ferais un peu n'importe quoi, dans le sens où moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire des choses qui me font kiffer. Mais j'arriverai pas à courir après un client pour une facture. J'arriverai pas à surveiller ma TVA ou des choses comme ça. Et en fait, on trouve un assez bon fonctionnement à deux grâce à ça, en fait. Et aussi, il a aussi un esprit artistique, pas au niveau de la représentation, etc., mais il a une sensibilité culturelle et créative qui fait qu'on s'aide énormément. Il me fait découvrir des vieux jeux de société parce que moi, j'y suis arrivée très tard. J'ai commencé à jouer que quand j'avais 21 ans. D'accord. Oui, c'est ça, 20, 21, enfin à peu près. Et donc, il me fait découvrir des vieux jeux de rôle, des vieux jeux de plateau. Des gens me disent « Ah oui, mais tel auteur, tu sais, il a fait ça à l'époque. » C'est hyper intéressant parce que moi, ça élargit ma culture. Donc, on a un super tandem pour ça. Ça marche très, très bien. C'est beau. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui voudrait se lancer sur YouTube ou quelqu'un qui aimerait faire ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que la clé, c'est de présenter un contenu qui donne envie aux gens sans te dénaturer. C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'ai trouvé ma patte, c'est que petit à petit, les gens commençaient à me dire « T'as une voix d'ASMR ». Et je trouve ça super drôle parce que j'écoute pas du tout l'ASMR, c'est vraiment pas mon truc, moi ça me crispe. Mais je trouve ça rigolo parce que je connais, je sais de quoi il parle. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de faire des cuts ultra rapides, j'ai pas besoin de faire des trucs très nerveux, très dynamiques. Moi, ma façon de présenter les choses, c'est d'être quelqu'un de calme, d'avoir des petites pointes d'ironie de temps en temps qui font que ça fait rire les gens quand même, mais pas de faire le clown, parce que je sais pas faire le clown et que j'ai pas envie de faire ça. Et je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même, mais en même temps, ça dépend à qui tu veux parler. Moi, je veux que mon audience, ce soit des gens qui ne sont pas spécialement fans de jeux de société, mais qui aiment bien un peu et qui ont envie de découvrir l'entièreté du monde du jeu. C'est-à-dire que les gens qui viennent chercher une explication de règles de jeux de société la trouveront jamais sur ma chaîne. J'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que je peux faire des tutos règles? Parce que j'ai fait de l'animation, je sais expliquer une règle de jeu, mais ça me fait chier, donc je le ferai jamais. Mais par contre, je ferai toute ma vie de la présentation de jeux ou de BD ou peu importe, ça peut être n'importe quoi, mais tout ce qui me passionne, parce que ça, je le fais bien. Donner envie aux gens en leur racontant un univers, une histoire, etc. Et je pense que c'est ça que tu dois d'abord trouver. Si tu veux être youtubeur, tu dois trouver ce qui toi te fait kiffer et ce qui peut intéresser les gens. Tu dois faire en sorte d'avoir un bon micro, une bonne lumière. Si tu n'as pas de lumière, filme en lumière du jour, c'est très 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 important. Et de la régularité. Tu ne peux pas attendre d'un public qu'il soit fidèle si tu postes une fois tous les 9 mois. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les gens auront beau adorer ton contenu, ils n'arriveront pas à se rappeler que tu existes et que tu produis du contenu régulier. Tu ne seras pas une émission référentielle pour eux. En fait, ça marche exactement comme quand, je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, quand j'étais petite, il y avait genre la trilogie du samedi, il y avait 3 séries le samedi soir, il y avait le Caméléon, un truc et des extraterrestres. Et je savais que tous les samedis, je devais allumer la télé pour le voir. Et ben, les youtubeurs, c'est ça. C'est juste ça, tu proposes un rendez-vous régulier. Et peu importe si c'est une fois par mois, une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours, mais tu t'y tiens. Et peu importe la contrainte. Ça ne veut pas dire que tu es une machine. Tu as le droit d'avoir des vacances et d'avoir des jours de repos, mais tu dois être conscient que ça aura un impact. Que tu ne peux pas avoir à la fois la communauté ultra réactive qui t'adore, etc., si tu ne peux rien leur offrir en retour. Parce que finalement, entre guillemets, la rémunération, c'est comme si c'était une prestation, et la rémunération, c'est leur fidélité. Donc, si on le voit vraiment en termes purement, absolument marketing du truc. En termes humains, ça veut dire aussi en prendre plein la gueule, parce que les commentaires négatifs sont ultra destructeurs pour n'importe qui, même la personne la plus blindée du monde. Pour en avoir parlé avec même des auteurs qui ont fait déjà 10, 20 jeux, c'est toujours dur pour eux d'encaisser une critique. Les youtubeurs, c'est la même chose, sauf qu'on ne fait pas des jeux. Donc, il faut te blinder, émotionnellement parlant. Et il faut aussi toujours être ouvert à rencontrer des gens, à être chaleureux, dire bonjour. Même si moi, j'ai une très mauvaise mémoire des visages. Pire, je connais ce visage et je ne sais plus le resituer dans un contexte. Salut, je ne sais pas qui t'es, mais salut. C'est hyper violent et donc du coup, ça me donne l'impression de ne pas respecter les gens. En fait, je suis juste incapable de mêler le nom et le visage. Et oui, ça te demande d'être
d'être toujours ouvert, d'être accueillant, chaleureux, etc. Parce que plus ton audience grandit, plus les gens vont avoir envie de venir vers toi et de te parler. Et même si tu ne les connais pas, tu dois toujours les accueillir sans discernement, avec plaisir et gentillesse, parce que ces gens font l'effort de dépasser leur timidité pour venir te dire « j'aime ton contenu, j'aime ce que tu fais, c'est super chouette, continue ». Rien que ça, et pour eux, peut-être que ça leur coûte. Donc pour toi, tu restes ouvert et tu dis ça me fait super plaisir parce que ça te fait super plaisir. Et on va reparler un petit peu de ce que tu as énoncé au début. Si tu veux bien en parler, après c'est peut-être confidentiel et tout ça. L'histoire RepoProd qui s'est mal terminée. Oui. C'est-à-dire, tu veux bien... Moi, ça me dérange pas d'en parler parce qu'au final, je pense que je les démonte pas en disant ça. C'est une histoire humaine qui est super triste. En fait, donc j'ai travaillé chez RepoProduction un peu plus d'1 an et demi. Au début, ça se passait bien. J'étais en apprentissage parce que moi, je sortais d'un métier où je vendais des jeux de société en boutique. J'avais une expérience de l'événementiel, mais comme bénévole. Et du coup, je devenais une responsable événementielle professionnelle. C'est quelque chose. Le truc, c'est que dans un premier temps, j'ai été très frustrée de me rendre compte que responsable événementiel, ça voulait dire énormément d'organisation et très peu de présence sur salon. Moi, je suis une personne, vous allez le voir, j'adore parler. Je parle énormément, j'ai besoin du contact humain, vraiment de l'échange, et ça, j'avais très peu. J'étais derrière un ordinateur et j'ai traité des mails. Ça m'a vraiment énormément frustrée. Donc, il y a eu un problème honnêtement, il y a eu un problème de casting de leur part et de la mienne. J'avais des attentes par rapport à ce job qui n'existait pas. On me disait, tu seras en déplacement 20 week-ends par an. Et au final, j'avais SN, Cannes, Paris Ludique, le BGF et Ludinor. 5, ça fait pas 20. De temps en temps, je pouvais gratter. Et on me demandait de recruter à distance des gens que je connaissais pas. À cette époque-là, je n'étais pas très implantée dans le milieu. C'était difficile. Et il y a eu, donc la dernière année où j'ai bossé chez eux, il y a eu 2 événements assez terribles qui me sont arrivés sur la même année. Premièrement, j'ai découvert que j'avais un cancer. Il a été soigné, j'ai plus de soucis, je suis en très bonne santé maintenant, mais voilà. Et en plus, je fais partie des personnes qui étaient dans le métro des attentats de Bruxelles. Et donc, y venir. voilà. Et donc, du coup, j'ai vécu véritablement les attentats. Je suis pas blessée, j'ai rien eu. Quelques éclats de verre, mais rien de foufou. J'ai même pas été à l'hôpital. Je me suis jamais fait reconnaître comme victime. Et le 22, le métro pète, je suis dedans. Le 24, je me fais opérer de mon cancer et d'une autre opération en même temps. Parce qu'évidemment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 10 jours après, littéralement 10 jours après, je suis encore en convalescence physique de mon opération. Je retourne travailler. Et en fait, j'ai à la fois fait un burn-out, une dépression due à ce qui m'est arrivé, parce que j'ai trop de fierté, j'ai jamais voulu me faire soigner, ni suivre par un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de traitement. Et j'ai traîné pendant 1 an et demi une dépression ultra violente qui m'a fait perdre mon boulot parce que je le faisais pas bien, j'arrivais plus à le faire. Les trucs que j'étais capable de faire quand j'ai commencé me paraissaient insurmontables. Réserver une chambre d'hôtel était une épreuve pour moi. T'arrivais plus à prendre une décision? Non, j'étais bloquée, je faisais de la merde. Et en plus, le pire, c'est que je voyais mes erreurs qui s'accumulaient, ce qui avait tendance à me paralyser et à m'empêcher de me ressaisir. Et donc, on a eu des réunions, on a essayé de trouver des moyens. En toute honnêteté, je trouve que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, mais j'étais psychologiquement pas en état de le faire. Et je pense, et c'est pas du tout pour les charger, je pense que j'aurais mieux fait de taper un certificat médical pendant 9 mois pour prendre le temps de me retaper psychologiquement que de me traîner une dépression qui a duré 1 an et demi derrière, qui a failli foutre mon couple en l'air, ma vie en l'air et tout ce que tu veux avec, et qui m'a fait perdre mon boulot. Donc c'était une épreuve extrêmement difficile. Après, j'ai un mental d'acier, donc je me suis ressaisie. J'ai trouvé d'autres jobs, je me suis épanouie dans d'autres trucs. J'ai créé ce compte Instagram et cette chaîne YouTube suite à mon licenciement, en me disant, maintenant je suis libre, je peux présenter tous les jeux que je veux. C'était ton exutoire en fait. Exactement. Rester dans le monde du jeu, continuer à parler de ce qui me passionnait, sans avoir la limite de me dire, ah, en fait, j'ai peut-être pas le droit de parler de ce jeu-là parce qu'on est en train de actuellement travailler sur un truc qui ressemble énormément et en fait ça pourrait être mal pris, etc. J'avais plus de limite, je faisais ce que je voulais. Au final, c'est un bien parce que je suis beaucoup plus épanouie et plus à ma place dans ce que je fais aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pas que j'ai de la rancœur pour eux. Je m'en fous. Je veux dire, ils ont pris une décision de travail qui se justifie entre guillemets. Moi, humainement, je l'ai subi cette décision. Je me suis retrouvée sans emploi. Voilà. Mais les résultats font que moi, je me base pas sur l'histoire passée, je me base sur ce qui est en train de m'arriver. Et ce qui est en train de m'arriver est 10 000 fois mieux que ce que j'aurais pu rêver si j'étais restée chez eux. Donc, c'est une bonne chose, en fait, au final. On va attaquer cette deuxième partie, qui est un peu une surprise. Tu vas questionner un petit peu, comme quoi, pourquoi je connaissais ta sœur, depuis quand. Alors, ça fait des années, non, je plaisante.
Oui. Alors, en fait, j'ai demandé à des gens de te poser des questions que je mettrai en incrustation. Et du coup, on va commencer par ta sœur, du coup, puisque tu es au courant. On va en savoir un peu plus sur toi et surtout on entendra sa question. Alors, c'était assez compliqué, elle voulait pas trop se mettre sur une vidéo et puis au final elle l'a fait. Donc c'est cool. Excellent. Alors, on va en apprendre des choses sur toi. Bien sûr, je vais demander des trucs aussi, autrement c'est pas drôle. Allez, je te laisse appuyer sur la lecture, je pense que tu sais faire. Coucou Titi. Et oui, on peut révéler au monde entier qu'on t'appelle comme ça. Je me posais une petite question. Dès la tendre enfance, tu m'as bercé dans les contes de fées, les histoires fantastiques. Et oui, grâce à toi, je crois à Harry Potter, au Père Noël et au Prince Charmant. Donc je me demandais si depuis la tendre enfance, tu n'aurais pas décoté déjà ta passion pour les jeux de rôle et les jeux. Oh, elle est trop mignonne. Alors, pour l'anecdote, quand Yelena était toute petite, donc c'est ma sœur, et effectivement j'ai toujours adoré lui raconter des histoires, des mondes fantastiques. Et pendant longtemps, avec une autre de mes sœurs, on avait monté toute une espèce de... Ça paraît cru de dire mensonge, c'est pas un mensonge. On leur racontait une histoire aux petits parce qu'ils étaient vraiment ils étaient gosses quoi, ils avaient 4-5 ans. On leur faisait croire qu'en fait, le matin, on partait pas à l'école, on transplanait et on allait étudier à l'école de magie de Beauxbatons. Je te jure. Et pendant super longtemps, des semaines et des mois, elle et mon frère, ils y ont cru. Parce que mon autre sœur et moi, on était à fond dans Harry Potter, mais c'était la folie. Et donc, on leur donnait notre programme de la journée, les professeurs qu'on avait vus, on inventait des noms, on avait des listes. Et avant même de savoir ce que c'était le jeu de rôle Grandeur Nature, avec une de mes sœurs avec laquelle on était très proches, on a 15 mois d'écart, on faisait des jeux de rôle sans règles. C'est-à-dire qu'on se racontait des histoires d'Harry Potter dont on était les héroïnes. Et donc, effectivement, j'ai toujours été une passionnée depuis toute petite. C'est des univers qui me font rêver. Et le jeu de société, ça a juste mis des règles sur des univers qui fusaient dans ma tête depuis toujours. D'accord, parce que tu connaissais pas le jeu de rôle du coup à ce moment-là, tu savais pas ce que c'était. Les livres dont vous êtes le héros, j'ai découvert ça quand j'avais 11 ans, je pense. Et je faisais déjà des jeux de rôle avec ma sœur depuis que j'avais 5-6 ans. Donc, Ah ouais. Mais c'est clairement ça. Le GN, c'est des enfants qui sont devenus des adultes et qui jouent aux cow-boys et aux indiens avec des règles. C'est pas plus loin que ça. Très bien. On va enchaîner. Alors, une personne que tu dois moins connaître. Je pense que si tu suis un peu de YouTube, du coup, peut-être que ça va te dire quelque chose. Je vais hop. Qui a une grosse chaîne YouTube. Je sais pas si tu le connais. Excellent. Voilà, et bien je te laisse. Alors, bonjour Tatiana. Je vais commencer par me présenter, Martin Montreuil de la Société des Jeux. On se connaît pas, mais la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à peu près à la même date l'année dernière. J'étais sur la croisière du Capitaine Meeple en compagnie de mon ami Yannick, ici présent, et un sujet de conversation revenait régulièrement à table. C'était la fameuse photo de Girls.Game avec Bad Bone. Alors, j'ai été intrigué, j'ai été voir l'Instagram et je dois dire que je suis tombé sur le charme, qualité artistique de toutes les photos que tu proposes et du temps que tu dois mettre pour les préparer. Je te lève mon chapeau. Moi, j'ai de la misère à mettre une simple photo de jeu de société sur mon site. Alors, j'imagine le temps que ça te prend. Comme tu as un membership d'Instagram aussi élevé que celui de ta chaîne YouTube, j'aimerais que tu te prononces, donc ça va être le sens de ma question. Est-ce que tu te considères plus comme une cosplay girl qui aime les jeux de société ou plutôt comme une gamers qui aime se maquiller? Bref, je te laisse débattre du sujet. Bien hâte de te rencontrer éventuellement dans un des événements et qui sait, peut-être que tu m'initieras à l'art du maquillage. J'en ai probablement pas mal plus besoin. Alors, j'attends ta réponse. On se voit bientôt. Bye. Non, en vérité, c'est super simple. Je suis une gameuse qui aime le maquillage. D'accord. En vérité, c'est vraiment principalement ça ma passion, c'est le jeu, parce que comme je viens de te l'expliquer, depuis toujours je joue d'une manière ou d'une autre. J'ai fait aussi une incursion dans le jeu vidéo pendant 5-6 ans où j'ai joué de manière hardcore à World of Warcraft, dans une guilde qui était pas trop dégueulassement cotée, donc voilà, on faisait du JCE, c'était génial. Donc je suis avant tout une gameuse qui s'est découvert sur le tard une passion pour tout ce qui est plus artistique, au niveau de la représentation, donc maquillage et tout. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais
gamine et ado, j'étais un vrai garçon manqué. Je détestais le make-up, je détestais tout ce qui était rose, féminin, etc. Enfin voilà, j'avais une identité qui faisait que moi j'aimais me battre, j'aimais courir, j'aimais ce genre de trucs. Probablement influencée parce que j'avais l'impression que ce qui était garçon était plus sympa que ce qui était fille. Et c'est en grandissant que j'ai mixé les deux. Mais mon cœur est d'abord gamer. Et là-dessus, je mets une couche de cosmétiques qui rajoute juste de la beauté dessus. D'accord. Et du coup, combien de temps tu mets en moyenne? Pour un maquillage comme The Mind ou le Everdell, qui est le dernier dont je suis ultra fière, j'ai mis entre 3 et 4 heures à partir du moment où je sélectionne ma boîte en me disant je veux faire cette photo avec ce make-up jusqu'au moment où la photo est publiée sur Instagram. C'est-à-dire que ça prend en compte la préparation de costume, le fait de m'habiller, le maquillage, le fait de prendre plusieurs photos parce que c'est pas juste un clic. Il faut en prendre entre 15 et 50 pour trouver celle qui fait la bonne lumière, le bon angle, la bonne expression faciale, enfin tout. Et puis après, la retouche, parce que c'est pas que je me maigris ou que je me rajoute des cheveux ou des trucs comme ça, c'est juste je retouche énormément les couleurs et les lumières pour donner vraiment en visuel l'impression que je voulais faire de base. Et puis après la publication, écrire le texte en anglais, partager ça sur tous les réseaux, donc c'est entre 3 et 4 heures. Voilà. Encore du travail. Oui. On enchaîne? Alors, je pense que tu connais cette personne. Je pense que tu la connais. Oh, doudou! C'est Laetitia, je l'aime. Tu nous expliqueras qui c'est après. Alors Tatiana, j'ai une petite question pour toi. De toutes les parties d'Imagine auxquelles tu as pu jouer, parmi tous les joueurs auxquels tu t'es confronté, lequel a produit la meilleure définition visuelle du mot Suisse? Oh putain. Là, il y a du dossier, je crois. Il y a du dossier. Laetitia, c'est une de mes meilleures amies. C'est une personne qui déteste le plus le jeu de société dans mon entourage. Elle aime pas du tout la compétition. Elle aime pas la coopération non plus parce que c'est une compétition contre un adversaire qui n'existe pas. Donc elle aime les univers, elle aime la créativité, mais elle déteste les règles de jeu de société qui te donnent une contrainte stressante. Et par contre, Imagine, c'est le seul jeu qui a sa faveur parce qu'on a un souvenir d'une fois où elle a essayé de me faire deviner la Suisse. Au lieu de simplement utiliser, tu sais, le rectangle avec la croix et de mettre ça, et c'est tout, elle a cherché une manière de représenter du fromage, un couteau suisse, des gardes suisses, et ça a été une espèce de truc qui est devenu de pire en pire, parce que, tu sais, au début, t'es perplexe, puis tu commences à froncer les sourcils, puis tu commences à ricaner parce que tu peux pas t'empêcher, tu te dis, je comprends pas ce que tu fais, et c'est une crise de fou rire assez mémorable, et pour moi, ça, c'est vraiment la magie du jeu. C'est que tu réussis à y amener des gens qui, à la base, n'ont rien à y faire parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils ne se sentent pas à leur place pour produire un truc qui est juste incroyable. Donc, oui, cette partie d'Imagine avec Laetitia a été fantastique et c'est pour moi la preuve que, Imagine est un des meilleurs jeux d'ambiance que je connaisse. Et 2, le jeu est vraiment quelque chose qui réunit les gens de toutes les manières possibles. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, Laetitia, je sais qu'en plus de tout ça, c'est une photographe très connue. Donc, voilà. Effectivement, elle est bruxelloise comme moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. On vit dans la même ville. On avait des amis communs. C'est une photographe professionnelle, donc c'est son métier. Et c'est un petit peu, et même beaucoup grâce à elle, que j'ai commencé à me lancer dans le côté mise en scène artistique d'Instagram, puisque son credo, c'est la contrainte stimule la créativité, et donc régulièrement, elle lance des challenges où les gens lui imposent un mot, et à partir de là, elle va faire des mises en scène, des univers, des photographies oniriques et artistiques autour du mot. Et elle m'a dit, regarde, je lance ces challenges, je fais, c'est marrant, je vais faire ça avec les jeux de société. Et c'est de là qu'est né le principe artistique, en tout cas, de Girl.Game sur Instagram. D'accord, je vous mettrai un lien vers sa chaîne YouTube, parce qu'elle en a une aussi. Du coup, oui. C'était compliqué parce qu'elle est en ce moment, elle vient d'Australie, donc on a un décalage horaire assez... Voilà, c'était compliqué pour arriver à se parler. Enfin bon, y arriver. Et enfin, une petite dernière question d'une personne que tu connais aussi. Hop. Hey, beau gosse. Que je trouve génial, c'est pour ça que j'ai mis à la fin. Oui. Salut Tatiana, une question toute simple. Est-ce qu'au final, tout ce travail, est-ce que ça te rend plus heureuse ? C'est simple, mais c'est important, je pense. C'est probablement la question qui me demanderait le plus de développement. Si je devais faire court, je dirais oui, parce que c'est ce qui me permet le plus d'être moi-même dans tous les aspects. Ça m'a permis de développer des aspects de ma personnalité que je ne soupçonnais pas.
Je pensais que j'étais une personne profondément introvertie et je suis à la base très timide et introvertie, même si ça ne se voit pas. Mais ça m'a permis de dépasser ça et de rencontrer des gens, d'avoir un côté qui est à la fois hyper humain, hyper chaleureux. Donc, majoritairement, ça me rend heureuse. Après, je suis aussi quelqu'un qui a fort la tête sur les épaules, donc je suis consciente du travail que ça implique. C'est pas quelque chose qui te tombe tout cuit dans la tronche, je fais 2 temps pleins pour l'instant. Un avec un travail qui me paye mon salaire et ma maison, et l'autre qui me paye rien du tout, qui me coûte de l'argent plus qu'autre chose, mais qui me permet d'avoir véritablement, humainement, une satisfaction que j'avais jamais connue avant. Donc oui, je dirais qu'au final, ça me rend vraiment plus heureuse. Voilà. Qui est derrière ce pouce négatif? J'aime bien, c'est récurrent.